Willkommen, bienvenue, 890e numéro d'Arte Reportage. Nous irons cette semaine dans la terrifiante Chine covidée et en seconde partie d'émission, en Israël et en Palestine pour parler d'un problème récurrent, l'approvisionnement en eau. Un dossier à la fois environnemental et politique, car là-bas, tout le monde n'y a pas accès de la même manière, loin s'en faut. Mais d'abord, direction la Chine qui a annoncé il y a 3 jours un assouplissement général des règles sanitaires contre le Covid-19. Parmi les changements notables, les personnes infectées, asymptomatiques et les cas légers qui peuvent être isolés à domicile le seront de manière générale. Autrement dit pour eux, fini les centres de quarantaine. C'est le résultat, peut-être, du concert de protestations citoyennes. Ces dernières semaines ont vu d'importantes mobilisations dans le pays. Elles continuent d'ailleurs malgré les annonces de mercredi. Citons parmi d'autres le mouvement des étudiants de la faculté de technologie de Nankin, opposés au confinement de leur établissement. Pour comprendre cela, il faut se mettre à la place de citoyens qui, dans leur vie quotidienne, sont condamnés à subir des décisions ubuesques. Une véritable dictature sanitaire, comme le montre ce nouvel épisode de Carnet de confinement de Sébastien Lebelzik d'Icari. J'habite un quartier résidentiel au nord de Pékin. Ça fait quelques jours qu'on sent remonter la pression sanitaire. Ce matin-là, avec mon fils Hugo, on veut juste prendre un peu l'air. Des gardes nous empêchent de passer. Tu veux pas demander? Est-ce qu'on peut sortir? Non, tu ne peux plus sortir. Mais si tu as une urgence et que tu dois aller à l'hôpital, alors c'est possible. Combien de temps on va être enfermé? 2 jours. Yanggen? On essaie une autre entrée, même problème. Les agents en combinaison de protection blanche sont en faction. Et ces 2 jours deviendront vite 5 jours, puis 9, puis plus rien. On ne sait pas quand on pourra sortir à nouveau. Rien que cette année, nous avons été enfermés chez nous à 3 reprises, pendant plusieurs semaines. Presque au même moment, à quelques kilomètres de chez nous, j'apprends que des centaines de jeunes descendent dans les rues. Une scène incroyable. On n'avait pas vu ça depuis 1989. Le long de la rivière Liangmare, en plein quartier des ambassades, plutôt tranquille d'habitude, des gens osent manifester, une feuille blanche à la main, symbole de la censure. On a été surpris, ils n'hésitent plus à laisser exploser leur colère. Ils sont tous là malgré le risque d'être embarqués par la police, qui a rapidement bouclé tout le quartier. En Chine, on ne tolère aucune manifestation. À quoi ça sert, les policiers du peuple? Au même moment, la colère gagne tout le pays. Des milliers de jeunes descendent en même temps dans les rues, à Shanghai, à Canton, à Urumqi. C'est quoi ça? C'est quoi? Allez, dégage. J'ai vraiment le sentiment de vivre un moment historique. Pour comprendre ce ras-le-bol, retour chez nous. Ça fait 15 ans que je vis en Chine, je suis journaliste et correspondant ici à Pékin. Et c'est notre histoire que je vais vous raconter avec Hugo, mon fils, et Lulu, ma femme, qui est chinoise. Mais depuis 2020, notre vie a totalement changé. Le Covid s'est installé dans notre quotidien. Il y a combien de cas à Pékin aujourd'hui? Vous allez voir. Oh, ça donne allergie, non? Et là, ils disent le malade le plus proche, il est à Il est juste en bas chez nous. 700 mètres, c'est ça? Ouais, juste en bas chez nous, petit bistrot 24 heures. Ma mère, heureusement, elle sait pas, il y a des cartes comme ça. Si elle sait, elle va regarder tous les jours, elle va plus envie de sortir. Faire peur aux gens, c'est le plus fort. Les gens ont besoin de travailler, besoin de gagner de l'argent, nourrir leurs enfants et leur famille, quoi. L'économie, c'est en train de suicider, quoi. Notre seule distraction de la journée, c'est descendre faire quelques courses.
toujours avec un masque obligatoire. C'est comme ça depuis 3 ans. On va acheter quelques fruits et des légumes. Heureusement, l'épicerie est installée au pied de l'immeuble, on n'a pas à sortir du quartier. Elle est où la patronne? Je voudrais quelques oranges. Qu'est-ce qui se passe là? On peut sortir ou pas? Normalement non, mais j'ai vu qu'il y a quelqu'un en vélo qui sort. Oh, ça doit être des livreurs, eux, ils ont le droit. Ça vous fait 11 yuan 30. Ça va baisser la température? Oui, ça baisse, ça baisse. Et vous savez, l'immeuble 28 là, il y a des malades. Bah c'est normal, ça devait bien arriver. Là, je fais le tour de la résidence et en fait, il y a de plus en plus de bâtiments qui sont comme celui-là, ceinturés de barricades, avec interdiction de sortir pour eux de leur immeuble. Donc, ils peuvent même pas faire ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc, on est un peu soumis en fait à ce risque-là. C'est-à-dire, on fait des tests quotidiens. Il suffit qu'une personne soit malade dans le bâtiment pour qu'ils nous enferment tous et on sait pas trop pour combien de temps. Mais le lendemain matin, on descend dans les poubelles, on prend l'ascenseur et là, c'est le coup de massue. Les poubelles, je les mets ici? Oui, laisse-les là. On peut pas sortir, il y a une barrière devant. À partir de demain, vous posez les poubelles devant votre porte. Quelqu'un va les ramasser. Et on va vous ramener de la nourriture aussi. Combien de temps? 5 jours. En 5 jours, il y a des gens qui vont nous ramener de la bouffe et des légumes. Parce que notre immeuble, il y a un cas. Quelqu'un va frapper à votre porte pour vous apporter des autotests et faire aussi des tests. On va vous envoyer les informations. Et si on veut faire le vaccin, on peut sortir? Quel vaccin? Le vaccin contre le Covid? Bah, vous attendez quand on sera déconfiné alors. Voilà, nous voilà enfermés chez nous, mais les hommes en blanc peuvent débarquer à tout moment pour nous imposer un test. C'est pour le test? Vous êtes combien? 3 personnes. On va voir, c'est quoi? On va voir. Ah. La livraison du jour. 1, 2, 3, 4, 5 tests Covid. Et là, on doit faire un deuxième test, un autotest en fait. Et puis après, on doit leur envoyer les résultats. Depuis le temps que je fais des tests, je devrais savoir exactement comment ça marche. Donc... Mais là, miracle, ça monte. Allez, grimpe. Voilà, donc le résultat est négatif. On va leur envoyer ça par réseau social, sur Internet. Voilà, on est bon jusqu'à demain. On le prend avec ironie, mais franchement, ça devient dur à vivre. Même en vacances, on a été bloqué. On devait passer une semaine en bord de mer pour souffler un peu sur l'île tropicale de Hainan. Mais à peine arrivé à l'hôtel, stupeur. Il y aurait un cas de Covid dans cette partie de l'île, alors rebelote, il boucle tout. Même à l'autre bout de la Chine, dépistage quasi quotidien, mais sauf que là, il fait beaucoup plus chaud. Nos vacances sont gâchées, on doit rester enfermé sur l'île avec interdiction de partir et même de rentrer chez nous à Pékin. On n'a même pas pu voir la mer. Ça fait 3 semaines déjà qu'on est enfermé ici dans cette résidence. On en est à plus que 20, peut-être même 25 déjà tests PCR ici. Je ne sais pas qui imagine ces règles, mais c'est des gros malades quoi. Donc franchement, il faut avoir vécu ça au moins une fois dans sa vie pour se rendre compte ce qu'est une vraie dictature sanitaire. Malheureusement, on n'exprime pas sa colère parce que ça termine souvent très mal. Mais je le vis
je le vis pas bien, quoi. Franchement, surtout que c'est incompréhensible pour moi. Il n'y a pas de cas, il y a un ou deux malades dans tout le district. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? C'est finalement au bout d'un long mois que nous sommes autorisés à rentrer chez nous à Pékin. Il n'y a qu'un vol par jour, au lieu d'une dizaine. On n'a jamais été aussi proche de pouvoir rentrer chez nous. On ne sait pas trop comment va être le comité d'accueil. À voir. Les dabaïs, les géants blancs comme on les surnomme ici, ne nous lâchent pas d'une semelle. Ils nous suivent pendant tout le trajet jusqu'à notre porte. Dernière navette juste pour nous, avec plein de sacs en plastique. On passe quand même la voiture au détergent, on sait jamais. On monte chez nous. Là, on se dit qu'on va pouvoir rentrer chez nous, reprendre le cours de notre vie. Mais nouvelle surprise, on nous a collé une alarme sur la porte. C'est rouge quand on ouvre. Si on tente de sortir, elle sonne et les géants blancs débarquent pour nous arrêter. Petit dispositif de contrôle. Voilà. Enfermé pour 7 jours. Le Covid a 3 ans et nous, comme 1,5 milliard de Chinois, n'en pouvons plus. Une nouvelle fois enfermés, nous observons étonnés la Chine qui se réveille face à cette répression sanitaire. Les gens, ils manifestent. Ah oui, c'est les pauvres. Ils cassent tout. Ils ne peuvent pas travailler, c'est ça? Ou ils traitent mal? Ou les deux? Je pense qu'ils peuvent pas travailler, alors ils craquent, ils cassent tout. Dans les villes et les campagnes, dans les usines, partout, on ose défier le Parti communiste. Peut-être ils vont réussir à faire changer un peu les choses, quoi. J'espère. Bon allez chérie, sois pas triste, on va se détendre un peu, on va regarder un match, c'est la Coupe du Monde, tu sais. C'est quand on peut vivre comme les gens dans le... Comme ça, là. Normal, là. Personne met des masques, font la fête comme ça, tout serré. Oh, des milles de spectateurs. C'est dingue. Ça a l'air fou, non? On vit un peu dans un cauchemar, non? Pire qu'un cauchemar. Cauchemar. Un cauchemar, le matin, tu te lèves, c'est fini. Mais nous, ça a duré combien de temps? Surtout, on ne sait pas c'est quand ça va finir. C'est désespoir, quoi. Surtout quand tu vois les autres, la race du monde, la plupart de gens, ils ont une vie normale, quoi. Mais qu'est-ce qu'on fout d'ici? On se fait mal. Pour rien. Le gouvernement chinois, face à la contestation, annonce un relâchement à venir du zéro Covid. Nos vies vont-elles pouvoir reprendre un cours normal? Rien n'est moins sûr. La Chine, où il est toujours impossible de se rendre en tant que touriste, plus aucun visa n'est délivré depuis le 23 mars 2020. Israël, en revanche, a mis fin il y a 2 mois à toute interdiction de voyage liée au Covid-19. Nous vous y emmenons à présent. Pour évoquer cette fois l'épineux dossier de l'eau. Le pays n'en manque pas, a priori, bordé qu'il est à l'ouest par la Méditerranée, à l'est par la mer Morte et le lac de Tibériade. Mais pour être utilisable, l'or bleu doit être préalablement désalinisé. Encore faut-il y avoir accès. Difficile, par exemple, quand on est palestinien. Martin Middlebrook et Nicolas Wilde se sont emparés de cette question en mêlant leurs 2 univers artistiques, la photographie et le dessin, donnant lieu à un sujet inédit dans sa forme, loin des canons du reportage, ce qu'ils assument totalement. Dans l'avenir des relations entre Israël et la Palestine, l'eau, dans toutes ses dimensions, fait aujourd'hui l'objet d'enjeux décisifs. Comme dans bien d'autres régions du monde, l'eau joue un rôle primordial au Proche-Orient. Dans l'agriculture, la religion et les loisirs, mais aussi dans la politique, car qui contrôle l'eau contrôle le territoire.
L'eau, ou plus exactement le manque d'eau, porte en lui les germes des conflits à venir. Mais à y regarder de plus près, on s'aperçoit que ce fut le cas tout au long de l'histoire mouvementée de la région. Cette lutte millénaire pour le contrôle de l'eau se poursuit encore aujourd'hui. Artas est un village palestinien situé à 8 km au sud de Jérusalem. Ici se trouvent les 3 bassins de Salomon, des grands réservoirs d'eau de source construits à l'époque romaine. Lorsque les Romains ont occupé la ville de Jérusalem, ils ont manqué d'eau. Alors, ils ont cherché les moyens d'en faire venir. En 37 après Jésus-Christ, le gouverneur Ponce Pilate a fait construire un aqueduc en terre cuite. Ce canal achemine l'eau du réservoir de Shahat vers la ville de Jérusalem. Il était long de 68 km. Et lorsque l'ère des conquêtes islamiques a commencé, les musulmans ont assiégé la ville de Jérusalem sous la direction du chef Omar ibn al-As. Ils coupèrent l'eau qui provient des bassins d'Artas. Assoiffée, la ville sainte finit par se rendre. Après cela, les croisés sont venus et ils ont pris le contrôle de la ville de Jérusalem. Quand le sultan Saladin se lance dans la reconquête de la ville, lui aussi s'empresse de couper l'eau des bassins d'Artas. Et il obtient la capitulation des croisés en 1187. Ensuite, la ville passe sous le contrôle des Mamelouks, puis sous celui des Ottomans dirigés par le sultan Soleiman le Magnifique. Après la Première Guerre mondiale et la défaite ottomane en 1918, la Palestine passe sous mandat britannique. À nouveau, les bassins de Salomon se retrouvent au centre d'un conflit particulièrement inattendu. En 1923, la Grande-Bretagne décide d'installer 35 000 colons à Jérusalem. Ces nouveaux colons avaient besoin d'eau, alors les Anglais ont coupé l'eau d'Artas pour alimenter ces colons. Les Britanniques ont installé des pompes à eau, des équipements d'adoucissement et de purification de l'eau qu'ils ont fait venir d'Allemagne. Les habitants d'Artas, privés d'une partie de leur eau, sont alors partis demander justice à Jérusalem auprès du gouverneur militaire. Sans succès. Alors ils ont décidé d'aller en Grande-Bretagne et de présenter l'affaire devant la Haute Cour royale britannique. Contre toute attente, ils obtiennent gain de cause. Leur histoire a fait beaucoup de bruit à l'époque, et ils ont même été reçus par la reine à Buckingham. Ils ont commencé à célébrer leur victoire devant les portes de Jérusalem parce que la ville appartenait au mandat britannique, en criant « Nous avons pu fêter ça aujourd'hui parce que nous avons brisé cette loi, la loi sur l'eau d'Artas ». À partir des années 30, de plus en plus de Juifs originaires d'Europe viennent s'installer dans la région, à Nov-Guinosar par exemple, pour y construire un nouvel idéal de vie dont l'agriculture constitue le socle. C'est la naissance des kibboutz. La vallée du Guinosar a été décrite par Flavius Josephus comme le lieu le plus fertile d'Israël. Nous sommes en mai 1937, lorsqu'une trentaine d'habitants de Guinosar ont décidé de construire un kibboutz. Les gens n'avaient pas de WC dans leur maison. Il y avait seulement une douche et des toilettes publiques. Au début, c'était un kibboutz très primitif, comme les Bédouins d'aujourd'hui, mais ils étaient idéalistes. Ils voulaient construire un nouveau mode de vie. Un membre du kibboutz, qui s'appelait Yonah Steiner, était un survivant de l'Holocauste. À l'âge de 13 ans et demi, il a été arrêté par les SS. Et pendant 5 ans et demi, il a travaillé dans différentes usines,
mais principalement celle de Messerschmitt. Et il était très talentueux. J'ai travaillé avec lui pour faire passer Guinosar du système d'eau par gravité à celui d'eau par pression, goutte et arroseur. Les tuyaux qui avaient été envoyés pour irriguer ont une épaisseur de 5 mm. Quand vous les enterrez, la rouille en mange la moitié. Et puis ce n'est pas assez solide. Et ça fait... Il a acheté des tuyaux utilisés dans l'industrie pétrolière. Ces tuyaux ont une épaisseur de 12 mm et peuvent rester là éternellement. Guinosar est soudain devenue la plus grande exploitation agricole de la vallée du Jourdain. En 30 ans, nous sommes passés de la plus petite à la plus grande. Si l'agriculture israélienne se porte bien, ce n'est pas le cas de l'agriculture palestinienne. En jaune, Israël. En orange, les territoires palestiniens. En zone A, l'autorité palestinienne gère l'administration et la sécurité. En zone B, l'autorité palestinienne gère l'administration, Israël gère la sécurité. En zone C, Israël gère l'administration et la sécurité. Cette dernière zone est la plus riche en ressources naturelles et en terres agricoles. C'est ici que se concentrent la plupart des colonies israéliennes. La gestion de l'eau est parfois un vrai casse-tête. Ainsi, aujourd'hui, les bassins de Salomon se trouvent dans une zone sous contrôle palestinien, mais en contrebas, le village d'Artas se trouve lui dans une zone sous contrôle israélien. Ici, les réservoirs sont exploités par des entrepreneurs palestiniens censés garantir un accès gratuit à l'eau aux paysans. Mais ils préfèrent la vendre aux industries locales. Ces pratiques mafieuses empoisonnent la vie des habitants d'Artas. Pour Nadia, agricultrice à Artas, l'hiver a été rude. La neige et le gel ont détruit une grande partie de ses cultures et elle n'a reçu aucune aide de l'autorité palestinienne. Tout ce qu'on a planté a été perdu en hiver. Maintenant, on arrache tout et on compte sur l'été prochain. On va planter les graines de concombre. Il n'y a rien d'autre à faire. L'hiver a été très dur. En bas, les choux sont complètement pourris. Maintenant, on va voir ce que ça donnera plus tard. Quant à l'accès à l'eau du village, il est tellement compliqué qu'elle a préféré construire son propre réservoir. Bessam et Haïfa sont les voisins de Nadia. Leur modeste exploitation se trouve en zone contrôlée par Israël. Pour irriguer leurs plantations, ils doivent remplir leur seau à l'une des sources du village, car ils ne sont pas connectés au réseau public. Plus grave, la colonie israélienne d'Ephrate, qui surplombe leur exploitation, a décidé d'établir sur 500 mètres une zone de sécurité non constructible. Conséquence, Bessam et Haïfa viennent de recevoir un avis d'expulsion. Ils vont devoir quitter la terre qu'ils cultivent depuis toujours. Vous voyez, ils nous observent.
À 35 km au nord d'Artas, près de la ville de Kafr Malik, se trouve la plaine de Wadi Ouja, une vallée fertile habitée et cultivée depuis l'Antiquité. Elle se trouve aujourd'hui en territoire palestinien, à cheval entre la zone B et C. Bien sûr, avant ici, il y avait des moutons, des vaches et des chevaux, beaucoup de bétail. Mais quand ils ont coupé l'eau de Ramallah et que le canal a cessé de fonctionner avec l'arrivée des colons, l'alimentation en eau est tombée à seulement 5% de ce qu'elle était avant. Le partage des eaux entre Israéliens et Palestiniens avait fait l'objet d'un accord en 1993, mais il n'a jamais été appliqué. Et depuis, la situation s'est aggravée pour les Palestiniens. Ils reçoivent seulement 15% de l'eau de la Cisjordanie. À Wadi Ouja, les colonies voisines puisent dans la nappe phréatique. Non seulement cela assèche la plaine, mais les Palestiniens, eux, n'ont pas le droit de creuser des puits dans cette zone. Ils n'ont en fait rien le droit d'y construire. Le pont qu'ils avaient bâti illégalement pour accéder à une source a été détruit par l'armée israélienne. C'était comme ça quand nous sommes nés. Nous devons nous battre pour vivre. C'est la seule chose que nous pouvons faire. Quand Israël a commencé à occuper la Cisjordanie, l'économie et notre mode de vie traditionnel ont changé. Désormais, les gens ne peuvent plus vivre de leurs terres. Palestiniens et Israéliens ne sont pas les seuls à occuper la région. Les Bédouins y vivent aussi. Leur style de vie nomade a été profondément affecté ces dernières années. Poussés à se sédentariser, ils sont généralement considérés comme des citoyens de seconde zone. Privés de leur mode de vie traditionnel, ils se sentent aussi dépossédés de leurs ressources. Avant, c'était mieux. L'eau ne se tarissait pas en été. Mais depuis qu'ils ont commencé à la détourner, elle se tarit. Quand le canal fonctionne, ça va. Mais quand il est à sec, nous devons acheter toute notre eau aux citernes. Abou Assad a 3 femmes et 20 enfants. Ils vivent dans le campement voisin. L'armée israélienne cherche régulièrement à les en déloger. Parfois, ces interventions dégénèrent. Un des bâtiments agricoles d'Abou Assad a même été endommagé par un tir de roquette. Tout au nord du pays se trouve l'imposant mont Hermon. Cette montagne constitue l'une des plus importantes réserves d'eau douce d'Israël. De là ruissellent plusieurs rivières qui abreuvent les plaines fertiles en contrebas. Le contraste est total avec les terres agricoles palestiniennes, les montagnes arides de la Cisjordanie et l'isolement de Gaza. Ces eaux alimentent le kibboutz de Dan, fondé en 1939 par des migrants juifs de Transylvanie. Ici, on élève truites et esturgeons, dont le caviar est considéré comme l'un des meilleurs au monde. Le kibboutz de Dan incarne parfaitement le fossé qui sépare chaque année un peu plus une agriculture israélienne ultramoderne d'une paysannerie palestinienne sans moyens ni accès équitable aux ressources naturelles. L'eau, dans les textes sacrés communs au judaïsme, au christianisme et à l'islam, joue des rôles différents. L'Arche de Noé, l'eau est une punition divine. Moïse ouvrant la mer Rouge en deux, l'eau qui sauve.
Aujourd'hui, dans les 3 religions monothéistes pratiquées dans la région, l'eau est utilisée pour les cérémonies de purification, par exemple. Dans la religion juive, Netilat Yadayim désigne le rituel qui consiste à se purifier les mains avec un yiddish, un petit pot à 2 anses. Je pense que l'eau, dans les rituels juifs, est un symbole de pureté. En général, les gens, mais surtout les femmes, ont plus de problèmes de pureté à cause de leur menstruation. Et elles doivent donc s'immerger dans un mikvé, un bain rituel, à la fin de leur menstruation ou avant de se marier. Pour les hommes, il s'agit plutôt d'un geste symbolique. Avant de prendre un repas, un juif religieux se lave les mains pour être en état de sainteté, comme un prêtre avant un repas sacrificiel. Chez les musulmans, on trouve également une pratique de purification de l'eau intégrée au rythme de la journée. Les ablutions sont pratiquées avant les 5 prières quotidiennes qui forment l'un des piliers de l'islam. Si vous voulez prier, il y a une condition préalable. Vous devez faire comme ceci 5 fois. Après l'aube, à midi, dans l'après-midi, le soir et la nuit. Ainsi purifié, le croyant peut assister à la prière, comme ici, à la grande mosquée de Jéricho. Non loin de Jéricho, se trouve l'un des lieux les plus sacrés du christianisme. C'est ici que Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ. La rivière du Jourdain court le long de la frontière entre Israël et la Palestine, à l'est, et la Jordanie, à l'ouest. Elle est gardée d'un côté par l'armée israélienne, de l'autre par l'armée jordanienne. Seul le lieu du baptême est accessible aux touristes et aux croyants du monde entier. On a commencé notre pèlerinage par le lieu du baptême du Christ parce que c'est un lieu fondateur. Et c'est toujours très très émouvant pour moi, mais aussi, je pourrais le dire, très émouvant de revenir en ce lieu où Dieu, oui, en la personne de Jésus, s'est plongé avec toute l'humanité, pécheresse. Mais lui, il n'était pas pécheur. Mais il épousait tellement notre humanité qu'il a voulu nous rejoindre jusqu'au bout. C'est le cœur de notre foi, c'est le cœur de... Et tous les chrétiens viennent d'ici. Quand il y a les évangéliques qui sont là avec leurs grandes robes, et se plongent. Oui. Et les évangéliques, c'est leur baptême. Precious name of Jesus, we're going to walk under an open heaven in Jesus' name. Ready, honey? Here we go. Ben, moi, je viens du sud de la France, mais il y a des représentants de toute la France ici. Aussi bien de Rennes que du nord, que de l'est de la France, des Parisiens aussi. C'est le Secours catholique, Caritas. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante, alléluia. C'est d'abord un tour harmonica et après on chante.
Autour de ce paysage biblique, on retrouve des champs de mines dont certains n'ont pas encore été nettoyés. Ils datent de la guerre de Yom Kippour de 1973 qui opposa Israël à ses voisins arabes. La paix dans la région ne s'est jamais installée durablement. Israéliens et Palestiniens ont un ennemi commun, le feu. Cet ennemi est plus compliqué à combattre en Palestine qu'en Israël à cause des difficultés d'accès à l'eau. On compte 2500 pompiers en Israël, 1300 en Palestine. Pour faire face aux feux qui se déclarent dans les usines, dans les maisons, dans les zones commerciales ou industrielles, et même dans les hôtels, nous n'avons pas libre accès au réseau d'eau destiné à la lutte contre les incendies. C'est-à-dire que nous ne disposons pas d'un réseau propre pour combattre les feux, remplir nos camions-citernes et intervenir dans des délais corrects. Les pompiers doivent donc faire la demande de citernes d'appoint, mais ce n'est pas toujours suffisant. Nous sommes donc confrontés à un énorme défi, non pas parce que nos camions sont en mauvais état ou sous-équipés, ni parce que l'on manque de personnel. Le vrai problème est de savoir comment fournir suffisamment d'eau aux pompiers pour qu'ils puissent travailler correctement. Mais le feu, ennemi commun des Israéliens et des Palestiniens, est aussi un facteur de paix, car il est arrivé dans le passé que les pompiers des deux pays s'entraident pour éteindre des incendies. En 2010, nous avons reçu l'ordre de notre direction d'intervenir sur des feux terribles et dans lesquels 48 Israéliens ont trouvé la mort. C'était sur le mont Carmel. Quand nous sommes arrivés sur place, les confrères israéliens nous ont donné une carte des zones en feu et ils nous ont demandé d'intervenir dans le secteur des montagnes d'Al-Carmel. Franchement, on a essuyé quelques critiques, mais la majorité du peuple palestinien a compris que nous, en tant qu'organisme de défense civile, notre devoir est de fournir un service humanitaire et que nous n'avons rien à voir avec la guerre ou la politique. À plusieurs reprises, les pompiers israéliens sont venus en aide à leurs collègues palestiniens pour les faire bénéficier de leur matériel adapté à tout type de feu. Ce fut le cas lors d'un incendie dans un entrepôt pharmaceutique dont ils ont pu maîtriser le dégagement de fumée toxique. Et ce n'est pas le seul exemple de collaboration entre la Palestine et Israël. Ecopeace est une organisation vieille de 26 ans, basée en Israël, en Palestine et en Jordanie. Nous travaillons ensemble à la construction de la paix environnementale. Le fleuve Jourdain est au cœur de notre travail. Les Palestiniens sont riverains du Jourdain, mais ils n'en bénéficient pas équitablement et n'y ont pas accès en raison de l'occupation. À cause de la situation politique et du changement climatique, le Jourdain est en très mauvaise santé. Il est pollué par les eaux usées rejetées par les villes et les eaux usées des piscicultures. Il a perdu environ 95% de son débit initial, ce qui a un impact immédiat sur l'état de la mer Morte, dont le niveau baisse d'1 mètre chaque année. Nous avons sorti ce qu'on appelle le Jordan River Master Plan en 2015. Et nous nous sommes concentrés sur l'eau, l'assainissement, l'innovation en agriculture, la technologie et les projets d'énergie
Ecopeace est également impliqué dans des programmes d'éducation. Ici, par exemple, à Oja, au nord de Jéricho, il sensibilise les étudiants aux questions relatives à l'eau et à l'environnement. La situation s'aggrave à cause du changement climatique et le manque de précipitations au cours des 15 dernières années. Après de nombreuses actions de sensibilisation menées par Ecopeace, le gouvernement israélien s'est engagé à libérer 30 millions de mètres cubes d'eau du lac de Tibériade dans le Jourdain. De plus, comme Israël dessale beaucoup d'eau de mer, la quantité d'eau dans le lac de Tibériade est stabilisée. Et donc, ça permet de libérer plus d'eau douce dans le Jourdain et ainsi, il y aurait aussi assez d'eau pour que les Palestiniens puissent obtenir leur juste part. Il y a 150 ans, la région comptait environ 300 000 habitants. Aujourd'hui, ils sont plus de 30 millions. Les besoins en eau ont explosé. Dans un premier temps, Israël a pompé l'eau du lac de Tibériade pour répondre à la demande. Cela a détruit l'écosystème du lac et provoqué l'effondrement de l'industrie de la pêche. Les Israéliens ont dû innover. Depuis le début des années 2000, ils ont donc bâti 5 usines de désalinisation sur la côte qui produisent aujourd'hui près de 600 millions de mètres cubes d'eau douce chaque année. Une partie de cette eau est même revendue aux Palestiniens. Sorek est la plus grande usine de dessalement au monde. L'eau est collectée à 1 km en mer, puis est acheminée vers l'usine. Au bout d'1 heure d'un processus technique complexe, elle devient potable. Si Israël n'avait pas d'usine de dessalement, je crois qu'il pourrait y avoir une guerre de l'eau. D'ailleurs, ça a déjà été le cas dans le nord du pays. Maintenant, nous ne dépendons plus de la pluie. Nous pouvons produire la quantité d'eau dont nous avons besoin et nous en produirons encore plus. C'est vraiment épatant pour nos projets. C'est vraiment épatant aussi sur le plan stratégique. Par rapport à Israël, la Palestine dispose de moyens technologiques plus modestes. Néanmoins, l'État hébreu a autorisé la création d'une station d'épuration près de Jéricho. Cela permet de réduire la pollution et de développer l'agriculture palestinienne. Bienvenue dans la station d'épuration de Jéricho. Elle intègre le système de collecte, c'est-à-dire le réseau d'égouts, ainsi que la station qui traite les eaux usées, puis les réutilise pour le secteur agricole. Jéricho connaît une pénurie d'eau car elle ne dépend que d'une seule source. Il n'y a donc pas d'eau à réutiliser. De plus, l'eau des puits a un fort taux de salinité en Palestine. Et puis la zone qui nous entoure est la zone C. Personne n'est donc autorisé à construire un puits qui en plus coûterait très cher. Voici la réserve d'eau traitée. Il y a beaucoup de poissons dans le réservoir de stockage, ce qui signifie que la qualité de l'eau est excellente. Elle est distribuée aux agriculteurs pour irriguer les palmiers. Les dattes de Jéricho sont exportées dans le monde entier, notamment en Europe. Cette production permet de créer beaucoup d'emplois pour les Palestiniens. Ici, la technologie est au service des cultivateurs de dattes. Plus loin, dans le village chrétien de Taïbeh, elle permet l'élaboration d'une boisson pétillante. Je pense que j'ai créé la première entreprise nationale de bière en Palestine.
Je suis la première femme brasseur au Moyen-Orient. J'aime la bière, j'aime cette entreprise, j'aime travailler en famille. Le plus grand obstacle auquel nous faisons face, c'est la pénurie d'eau. C'est en fait une menace existentielle pour notre entreprise. C'est vraiment une question de survie. L'eau nous appartient, elle se trouve sur nos terres. Mais nous avons découvert que les Israéliens contrôlaient l'eau. Donc si je veux forer mon propre puits, je ne pourrai pas le faire. Nous n'avons de l'eau que 2 jours par semaine. Certaines semaines, nous n'en avons pas du tout. Nous devons planifier notre travail en fonction du débit de la source et de l'ouverture des checkpoints pour les livraisons. Dès qu'une de nos cuves de bière est vide, on la remplit d'eau afin d'en avoir assez pour brasser pendant l'été. En général, les brasseries utilisent environ 12 litres d'eau par litre de bière produite. Eh bien nous sommes l'une des brasseries les plus économes en termes de consommation d'eau par bière produite, avec environ 3,5 litres d'eau par litre de bière. J'ai coupé un tonneau de bière en 2 et je l'ai apporté avec moi au ministère israélien. Je leur ai dit que ma bière est une bière naturelle qui ne peut pas résister au soleil et à la chaleur pendant 8 heures au checkpoint. Nous ne pouvons pas renoncer à notre pays, à notre liberté. Nous avons mis Taïbé sur la carte de la Palestine. Faire de la bière est un acte de résistance. Il y a une différence frappante entre le niveau de vie des Israéliens installés sur de riches terres agricoles et celui des Palestiniens, pour qui l'accès à l'eau est un combat quotidien. Cette différence se remarque aussi dans les loisirs. La source d'Oja, près de Jéricho, est l'un des rares lieux de détente disponibles en Cisjordanie. Le week-end venu, les familles palestiniennes de Ramallah et d'ailleurs viennent se détendre, pique-niquer près de la rivière, manger des glaces. Mais la pratique des loisirs est plus développée dans les sociétés riches. Particulièrement à Tel Aviv, où l'une des plus belles plages de la Méditerranée accueille surfeurs, culturistes et amateurs de bains de soleil. Bien plus au nord se trouvent les chutes de Banias. Ici, l'eau issue de la fonte des neiges du mont Hermon s'engouffre dans une gorge dont le spectacle attire un grand nombre de touristes. Le lac de Tibériade est un autre lieu de villégiature israélien. Là où Jésus avait multiplié les poissons pour nourrir les foules, on pêche maintenant pour le plaisir. Certains viennent se baigner dans cette eau douce et fraîche, d'autres prennent des bateaux de plaisance ou profitent des restaurants de la rive. Autre lieu iconique, la mer Morte. Un endroit rare où Israéliens et Palestiniens se côtoient pour profiter des bienfaits curatifs de sa boue et de son eau salée. Mais c'est aussi un lieu où les effets du changement climatique et de la mauvaise gestion de l'eau sont les plus visibles. Ces hôtels de luxe et ces parcs aquatiques construits dans les années 70
se retrouve maintenant à 1 km du rivage. Pour l'heure, ni les efforts de la collaboration régionale, ni les progrès de la technologie ne suffisent à contenir l'assèchement de la mer Morte. C'est l'un des marqueurs des défis qui attendent la région et la planète. Fin de cette émission. Avant de vous quitter, un rappel, celui de l'adresse de notre site internet arte.tv. Merci à toute l'équipe associée à la réalisation de ce numéro. Merci à vous d'être venus. C'était la dernière émission de l'année. Arte Reportage revient le 7 janvier. À cette date, vous retrouverez Andrea Fies. Bonne fête de fin d'année auprès de ceux qui vous sont chers. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Bis dahin. Tschüss.